Allez, on est de retour sur le Rock d'Azur, stand Rock Rider, et cette fois-ci, on va parler pneus avec Alexandre, qui est responsable produit chez Hutchinson et qui nous fait le plaisir d'être là ce midi rien que pour vous. Ça va être l'occasion de lui poser toutes vos questions. On va parler collaboration entre Hutchinson et Rock Rider et de développement de produits, tout le travail qui a pu être fait chez l'un des gros partenaires pneumatiques de Rock Rider, qui est Hutchinson. Alex, je te propose de te présenter rapidement pour les gens qui nous regardent. Donc Alexandre, ça fait maintenant 6 ans que je travaille chez Hutchinson. Ça fait 3 ans que j'ai le poste de responsable produit. Donc mon objectif en fait c'est vraiment de créer toutes les nouvelles gammes, que ce soit le VTT, la route, City. Et c'est vrai qu'avec Decathlon en fait il y a quand même un lien assez particulier puisqu'on développe beaucoup ensemble, on discute beaucoup des nouveaux projets. D'accord. Donc voilà, on travaille avec Decathlon pour imaginer aussi les gammes de demain. Ok, c'est-à-dire que Decathlon et Rock Rider, plus précisément sur ces différentes gammes, est devenu une sorte de laboratoire aussi d'essai, potentiellement et de développement de vos produits, puisque finalement ça va être l'intermédiaire entre vous et les usagers FIO. Complètement, parce que en fait, même si on aime bien garder les développements pour nous, nos profils pour nous, on aime bien quand même, avec des partenaires comme Rock Rider, en fait, leur proposer ce qu'on fait. D'accord. Et justement avancer sur pourquoi pas des nouvelles technologies, de nouvelles propositions et savoir comment le produit pourrait fonctionner. D'accord. Et concrètement, du coup, si on prend là, on va plutôt se focaliser sur la partie race, donc cross-country, tournée plutôt haut de gamme, finalement, pour le compétiteur ou alors le guerrier du dimanche, comme ils aiment à le dire, la personne qui va aller chercher de la performance et exiger ça sur un vélo. On a vu la présentation de gamme hier. Et en première monte, on voit qu'il y a eu une attention toute particulière à choisir des pneus de qualité en première monte, chose qui n'était pas forcément le cas historiquement, mais aujourd'hui, voilà, le pneu n'est pas anecdotique sur le vélo, mais fait partie des composants de base dans la proposition. C'est vrai que en fait, déjà le marché il évolue. On se rend compte qu'il y a vraiment un besoin d'avoir des produits qualitatifs. Nous, on a aussi l'avantage d'avoir en fait une usine de production en France. C'est là où on produit en fait l'ensemble des produits premium. Et tout de suite, en fait, on a senti de la part de Rock Rider cette envie en fait d'avoir des pneus made in France, d'avoir des pneus beaucoup plus qualitatifs, d'avoir des pneus qui fonctionnent en race en fait, mais qui vont fonctionner aussi le dimanche. En fait, il y a cette volonté en fait d'avoir des produits beaucoup plus qualitatifs parce que on veut en fait mettre les utilisateurs vraiment en sécurité, des produits qui ne crèvent pas, des gommes qui sont quand même relativement bonnes, qui apportent un bon rendement. Donc il y a vraiment ce partenariat qui s'est créé et aujourd'hui, quand je vois les différents vélos qui sont exposés sur le stand, on voit quand même beaucoup de produits made in France et c'est plutôt plaisant. Et ça fait assez plaisir. Et on a tout juste les deux partenaires techniques de Rock Rider qui viennent d'arriver sur le stand, qui sont Milton Ramos et Lucas Dubo, qui viennent de faire le Rock Marathon, donc 85 km je crois de souvenirs. Et ils viennent de rentrer, ils viennent de nous dire qu'ils n'ont pas crevé. En made in France. En produit Racing Lab et ils n'ont pas crevé. Justement. Est-ce qu'il y a des projets dans les tuyaux avec Rock Rider à venir sur le développement de certains pneumatiques? Il y a pas mal de peut-être pas en parler, je sais pas. Il y a des choses dont on ne peut pas parler, mais il y a quand même 2-3 choses qui devraient arriver peut-être l'année prochaine ou en 2023. Mais en fait, aujourd'hui, on a créé un partenariat qui est relativement fort. Et on peut dire que on développe ensemble. Maintenant, il y a vraiment ce regard sur le dessin, la construction, la technologie utilisée en France. Donc, il y a des projets qui devraient arriver prochainement. Parlons un peu plus peut-être Racing Lab notamment. Est-ce que dans les grandes lignes, tu peux nous expliquer ce qu'est? Alors, est-ce que c'est un programme? Est-ce que c'est est-ce que c'est juste du marketing? Est-ce que tu peux nous je provoque volontairement. Le Racing Lab, c'est pas juste un concept marketing pour vendre des pneus plus chers et en vendre beaucoup plus. Le Racing Lab, en fait, c'est un programme qui a été créé il y a 3 ans. L'objectif, c'est vraiment de développer pour les athlètes en fait, des produits qui sont parfois uniques, de travailler de nouvelles technologies. En fait, nous forcer, nous, Hutchinson, fabricants de pneus, en fait, à aller sur des domaines qu'on ne connaît pas forcément. Et derrière, en fait, le Racing Lab en découle des produits série. En fait, on veut Racing Lab, finalement, le laboratoire. Le laboratoire, c'est un savoir-faire, qu'on met à disposition des pilotes
pro. Mais premièrement, c'est d'abord les pilotes qui vont aller rouler sur les circuits XCO ou UCI. C'est ça en fait, avec différentes constructions. Et en fait, derrière, c'est d'adapter ces différentes constructions pour des produits série. En fait. Pour le grand public. Pour le grand public. Parce qu'en fait, alors il y a certaines technologies sur lesquelles on n'ira pas du tout pour le grand public, parce que c'est parfois trop cher, c'est trop complexe, bien sûr. Ils vont avoir des utilisations un peu différentes. Mais l'objectif, c'est de rationaliser tout ça et justement d'aller créer des produits un peu plus monsieur et madame tout le monde, mais que les pros vont aussi rouler. D'accord, d'être capable de finalement l'industrialiser, de le rendre aussi accessible en termes de prix. Oui. Et pas seulement en faire du prototype, passer en gros du prototype compétition à un produit de série qui va être vraiment top pour l'utilisateur et le VTTiste, qui va profiter un peu de ce transfert de technologie entre le monde professionnel et… Exactement. En fait, c'est partir du pilote et en arriver à le rider du dimanche ou le pratiquant qui fait aussi ses courses, qui est inscrit dans un club. En fait, on veut vraiment le produit pro pour la grande série. D'accord. Et globalement, du coup là on a toute la gamme équipée en Racing Lab chez Rock Rider. Vous avez déjà eu des retours de la part de la marque au-delà des deux VTTistes qui viennent d'arriver derrière, Lucas et Milton, qui n'ont pas crevé sur le Rock Marathon, mais comment ça se passe? Ça doit faire, c'est la première année que c'est équipé en Racing Lab. Comment ça… Alors c'est la première année qui s'est équipé en Racing Lab. L'année dernière, on a quand même eu l'occasion de faire des éditions limitées parce qu'en fait, le dernier né de la gamme Racing Lab en cross-country, c'est le Kraken. Mais il y a 2 ans, en fait, on a sorti le Skeleton. On a eu l'occasion de faire des éditions limitées avec Rock Rider. Là, aujourd'hui, le Kraken est vraiment partout sur les vélos Rock Rider. Et ouais, on a pas mal de retours sur la crevaison, le montage aussi en tubeless ready, sur les gommes aussi, les produits, comme quoi il y a une bonne déformation, comme quoi il y a un bon rendement. On a aussi une durabilité qui est plutôt sympa pour un produit cross-country. Donc les retours pour l'instant sur la gamme Racing Lab, moi avec Rock Rider, sont positifs. Et le Kraken de manière générale, puisque finalement c'est rentré dans la gamme, c'est le dernier né. C'était un pneu qui était super attendu. Il y a eu un beau lancement, je le vois un peu partout, j'ai l'impression que c'est un pneu qui cartonne. C'est un pneu qui cartonne en fait. C'est chez Rock Rider, au global Decathlon, en fait, on avait le produit le Cobra qui était référencé aussi sur des vélos. Nous, on a voulu en fait créer un produit 2.0 vraiment dans les tendances du moment. D'ailleurs, le produit il n'est plus en 2.25 mais il est en 2.30 parce qu'il faut suivre le marché. Donc Rock Rider nous a fait confiance aussi sur ces nouvelles sections. C'est une énorme importance et en fait aujourd'hui on voit que du moins sur les vélos Rock Rider il est monté partout. Il y a les utilisateurs aussi qui sont très très satisfaits du pneu et qui sont prêts à racheter le pneu. Et je vois qu'il y a un montage par exemple là sur le Race 900. Il y a un montage Skeleton Hutchinson. Donc ça c'est Skeleton Kraken, évidemment c'est Hutchinson. Skeleton Kraken à l'avant, Skeleton à l'arrière. Ça c'est en première monte, c'est ce qui est proposé par le chef de produit Cross Country, Pierre, chez Rock Rider. J'imagine que vous êtes force de proposition aussi sur ce montage-là. Quel est l'intérêt d'avoir effectivement un Skeleton à l'arrière et un Kraken à l'avant? Déjà, les combos de montage, c'est un peu la marque de fabrique chez Hutchinson. Comme il peut exister le Python, le Taureau à l'avant, etc. On a vraiment voulu garder cette identité, d'avoir un pneu à l'arrière pour favoriser le rendement, le pédalage, avec des rendements, des crampons un peu plus bas. Le Skeleton à l'arrière et à l'avant en fait on est plus sur un pneu directionnel, de freinage aussi, on a des crampons un peu plus hauts, assurer le grip dans les virages. C'est le combo de montage aujourd'hui parfait. On va avoir l'accroche à l'avant qui va pouvoir vraiment être agressif dans les courbes notamment, et puis l'arrière qui va pouvoir relancer fort et justement moins collé au sol mais libérer un petit peu la propulsion. Exactement. Je ne sais pas si on peut faire un focus avec les caméras sur les différents profils de pneus. On commençait par peut-être le Kraken bien incisif. Il y a le fait aussi d'avoir une section différente à l'avant comme à l'arrière. Là, à l'avant, si je ne dis pas de bêtises, on est sur du 2.30. Là, je ne vois pas, c'est peut-être du 2.30 ou du 2.15. Mais par exemple, à l'arrière, on va favoriser des plus petites sections en fait, pour avoir un meilleur pédalage. Parce que si on augmente la surface du 2.30, du 2.40, en fait, on va mettre plus d'efforts dans le pédalage. On risque de se fatiguer plus vite. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas si on peut faire le focus également au niveau du pneu arrière, juste pour voir les différents profils. Je ne sais pas si c'est flagrant à la caméra, je pense que c'est quasiment au millimètre.
mais on voit bien les différences entre les deux profils pneus. Donc, profil skeleton pour la relance, le rendement et le Kraken à l'avant pour côté agressif dans les courbes et bien collé au sol. Exactement. Et pas rétame comme on dit Exactement. au premier virage. Quoi d'autre du coup peut-être sur les produits? On a aussi Joël, on va en regarder aussi pour lui peut-être sur la partie technique. On va accueillir Joël qui lui est responsable. Il est responsable développement. En fait, Joël, là, c'est plus dans le côté ingénierie. Quoi. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je suis au marketing et Joël, c'est mon homologue, en fait, ingénieur avec qui on définit les gammes, les futurs produits et toutes les différentes constructions. Donc toi, tu définis un peu les usages, les besoins, les tendances du marché, ce que tu as envie d'avoir en produit pour répondre à tel objectif. Exactement. Et lui, Joël derrière se dit, ok, je fais le reste, je m'occupe du reste. L'objectif, en fait, c'est vraiment de définir un cahier des charges de base. Moi, ce que je vois, en fait, en me baladant sur les salons, en discutant un petit peu avec les athlètes, en discutant aussi un petit peu avec les marques. Rock Rider, il y a beaucoup de discussions sur les nouvelles gammes. Là, on parle de 2023, bientôt on parlera de 2024. L'idée, c'est d'établir un petit peu où vont aussi les constructeurs de vélos pour définir le bon cahier des charges et derrière, savoir si ça rentre dans notre gamme. Après, on prend ce gros cahier des charges et vulgairement, on l'envoie à Joël qui lui s'occupe du développement de A à Z. Tu parles de 2023-2024, ça veut dire qu'il y a des nouveautés qui vont arriver chez Hutchinson? Ouais, il y a pas mal de nouveautés. J'espère qu'il y aura des nouveautés sur le Kraken, j'espère qu'il y aura des nouveautés sur le Skeleton. J'espère travailler aussi d'autres pneus cross-country. On aller un peu plus loin dans la gamme. On a en fait chez Hutchinson pas mal de produits phares. On a le Python, on a le Tauron, on a le Taipan. On a des produits qui méritent un coup de jeune. Ok, surtout le Python légendaire quoi. Depuis que je suis gamin, tu vois le Python sur toutes les courses, c'est quand même un peu un pneu de légende quoi, c'est iconique. C'est le pneu de légende, c'est le pneu qui a roulé aux Jeux Olympiques, plusieurs fois champion du monde. Le Python, il a une identité, il faut la retravailler, il faut, j'espère, aller plus loin et proposer peut-être demain un Python 3, on verra. Bon, on va dire que c'est une exclue pour vous en tout cas de l'autre côté. Retenez ça dans un coin de la tête. Alex, je te propose d'accueillir Joël. Merci beaucoup. Pas de souci. Je te souhaite encore merci d'être venu sur le stand Rock Rider avec pour parler plaisir. Pneus avec nous. On fait place à Joël. Merci beaucoup. Merci. Bon Rock d'Azur en tout cas. Merci. Et apéro ce soir chez vous, c'est ça? Sur le stand à 17h30. Si jamais il y a des gens qui comptent venir ce soir, apéro 17h30 sur le stand Hutchinson. On a un apéro aussi chez nous à 18h. Bon, on viendra aussi, on fera les deux. De pas se faire concurrent. Joël, tu peux nous rejoindre. Merci Alex. Joël, salut, comment ça va? Salut, ça va, ça se passe pas mal. Bon, super. On a potentiellement des questions pour toi qui vont tomber au fur et à mesure. Je te propose d'abord de peut-être rentrer dans la partie technique. Est-ce que tu veux peut-être te présenter rapidement pour expliquer ce que tu fais chez Hutchinson? Ok, comme l'a un peu dit Alexandre, on travaille en binôme en fait. Et, moi, je m'occupe de ces requêtes. On appelle ça les clients internes. D'accord. Alexandre a une requête. Et, Alex est ton client interne. Ouais. Ok. Donc il me demande des choses et je dois y répondre. Donc on travaille comme ça, comme il l'a dit. Il regarde un petit peu ce qui se passe avec les athlètes, les tendances du marché. D'accord. Et moi, techniquement, je lui dis si c'est possible ou pas. Et puis voilà, on travaille en binôme. Donc partie ingénieur, partie technique, partie matière, partie R&D. J'aimerais qu'on parle un peu plus précisément de la partie Racing Lab. Okay. Alex nous a expliqué que c'était un laboratoire de R&D, ensuite qui avait vocation à transférer les technologies sur le grand public. Concrètement, comment vous êtes staffé, comment vous bossez au sein du Racing Lab? Alors, comme tu l'as dit, il y a plusieurs en fait, étapes. Il y a le côté demande d'abord de cahier des charges très précis, de ce qu'on veut en termes de rendement, en termes d'accroche, en termes de poids. Donc ça nécessite en fait d'avoir une étude du dessin du pneu lui-même. Donc ça démarre vraiment, c'est presque artistique. On démarre avec un crayon, un papier, et puis on dessine, quand je dis on dessine à la main, des petits pavés, des petits dessins pour optimiser soit le rendement, soit le freinage, soit l'accroche latérale. Après on en rediscute avec Alexandre. C'est vraiment la première pierre en fait à l'édifice. Et puis ensuite on donne ça à la CAO. La CAO, c'est conception assistée par ordinateur. Il y a beaucoup de termes techniques comme ça. Ouais, d'accord. Okay. Donc du coup, là, c'est déjà beaucoup plus visuel parce que c'est sur le ballon du pneu, donc c'est de la 3D. D'accord. Ça nous permet d'avoir nous permet d'avoir un fichier qu'on peut faire tourner, qu'on peut présenter déjà aux athlètes, au marketing, toutes les personnes qui vont avoir une influence sur le projet. Voilà. Et donc on propose ça. Si ça convient, on démarre une petite maquette 3D en fait pour avoir quelque chose de solide qu'on va pouvoir envoyer pour voir déjà un peu plus par rapport à la lumière, etc. Aussi, c'est important dans l'esthétisme. D'accord. À partir de là, si c'est validé, on part sur la définition d'un moule. Donc on fait usiner un moule. C'est
partir du moment où là on fait usiner le moule, il est difficile de revenir en arrière. Hein. Donc logiquement tout le monde est OK. Il faut quand même être à 95% sûr de son coup, à peu près. Au minimum. Au minimum, voilà. 99,99%. Donc si tu as un moule, ça coûte cher et voilà, une fois que c'est lancé, on ne peut pas revenir dessus. Donc une fois qu'on a réceptionné le moule, on a donc défini l'empreinte, le profil du pneu, etc. Et là, on va vraiment commencer à bosser sur, comme tu le disais tout à l'heure, sur les mélanges. Donc ça, on a vraiment des gens qui sont chez nous, des caoutchoutiers, des chimistes, qui vont nous aider à arriver sur nos demandes, c'est-à-dire en termes d'abrasion, de résistance à l'abrasion, de déformation, de tout ce qu'on va demander à du caoutchouc complexe, la technique. Souplesse aussi, j'imagine. J'imagine qu'il n'y a pas qu'un seul composant dans un pneu, c'est différents layers, différentes sur un couches. Kraken, typiquement, en fait, on a 3 mélanges. D'accord. Là, c'est pour le coup, c'est de la maçonnerie parce qu'on va avoir une structure. On va avoir vraiment les fondations du pneu, donc on a un mélange très dur sur la base. D'accord. On va avoir en règle générale, la règle de base, c'est d'avoir un mélange moyen sur la bande de roulement et puis le plus tendre sur les latéraux. Puisqu'on y va en général moins souvent, mais c'est là qu'on cherche du grip, de la sécurité. Donc on va jusqu'à 3 mélanges. Dans l'usine, on est capable de poser 3 mélanges et c'est ce qu'il y a sur le Kraken et sur le Skeleton. Ça, c'est juste pour les mélanges. Parce que derrière, il y a des gens qui vont aussi nous aider sur la structure du pneu, c'est-à-dire c'est du tissu. Donc encore là, on est chez les matériaux. D'accord, c'est un maillage en fait finalement, ça. Un tissu. Pour les gens qui connaissent commercialement, on a tendance à appeler le 66 TPI, le 127 TPI. C'est le nombre de fils par inch. C'est la densité de fils finalement dans le maillage qui va avoir une influence soit sur la résistance, soit sur le poids. Le curseur en fait balance un peu entre les deux, non? Alors le poids, pas trop. Je fais peut-être des raccourcis là. Ouais, finalement ça c'est un peu une fausse idée, mais justement ça permet de rétablir un peu des vérités. Et, on n'a pas vraiment un gain de poids avec des fils plus petits, puisque finalement il y en aura plusieurs et au final le poids au mètre carré de la toile sera à peu près la même. C'est le comportement qui va être différent. On va avoir un pneu qui va être beaucoup plus souple, peut-être plus fragile aussi, les fils sont plus petits. Et donc on va avoir justement les curseurs de confort, souplesse qui vont nous dire si on utilise soit un 66 TPI, soit un 127. Et ça c'est des choses que vous arrivez à modéliser numériquement avant de la conception ou est-ce que vous faites des tests mécaniques? C'est possible, mais c'est plutôt empirique en fait. On a connaissance de déformation, de la déflexion du pneu qu'on fait sous charge. Et on sait globalement par rapport à l'usage quel est le matériau à choisir, quelle est la toile à choisir. J'ai l'impression qu'il y a eu une accélération forte sur le pneu, en tout cas peut-être de manière globale et chez vous, entre le début du cross-country dans les années 80-90. On avait du pneu, on avait du pneumatique et j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse affaire à développer technologiquement, rentrer plus précisément dans ce que c'est un pneu. Parce que d'aspect extérieur, ça reste un pneu, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses. Oui, ça c'est quelque chose qu'on explique aux gens qui viennent parfois visiter l'usine, puisque l'usine est en France et c'est relativement facile. C'est où en France? C'est à Montargis, c'est à 110 km au sud de Paris, pour situer à peu près. Et effectivement, ils sont surpris par tout ce qu'on peut mettre dans un pneu pour changer soit son comportement, soit sa durabilité. Et c'est vraiment quelque chose de très technique. Même si à l'extérieur, noir c'est noir, il y a vraiment beaucoup de composantes qui interviennent et qui font qu'à la fin, le pneu peut avoir vraiment des caractéristiques différentes. Donc c'est pas anodin finalement. Si on se focus sur les pneus qui sont montés ici sur ce vélo-là, Skeleton Kraken, le combo Alex l'a expliqué, avoir de la relance derrière et une bonne accroche devant. Ça prend combien de temps de développer un pneu Kraken Racing Lab? D'une feuille blanche, on va considérer globalement une année, en fait, jusqu'aux premières pré-séries. On va avoir les protos au bout de 10 mois, en fait, et c'est ce qui va nous permettre justement, à partir des prototypes déjà, d'essayer des structures différentes, des mélanges différents et de partager le concept Racing Lab avec les athlètes pour voir justement si les gommes qu'on a choisies ou si les structures qu'on a choisies conviennent à l'usage qu'ils veulent en faire. Et vous travaillez avec combien d'athlètes à peu près pour développer cette pneu? On a des athlètes qui sont très bons sportivement parlant, qui le sont parfois un peu moins sur les retours techniques. D'accord. Donc on a ça veut dire leur capacité à faire des retours, à identifier ce qui allait, ce qui n'allait pas. Il faut parfois demander à des ambassadeurs, on va dire, qui sont peut-être un peu moins bons en termes de compétition, mais qui ont un très bon feeling sur le confort du pneu, sur le... c'est comme tout, il y a des compétiteurs qui savent si le pneu est bon ou pas bon, mais qui vont avoir du mal à s'expliquer sur quel curseur va falloir agir pour l'améliorer. Donc on travaille avec plusieurs compétiteurs, mais aussi des ambassadeurs, des gens croiser les retours justement et avoir les retours les plus précis possible. Donc on écoute tout le monde. Je dirais pas qu'on répond à tout le monde parce que c'est pas possible, mais on va essayer
comme l'a dit Alex tout à l'heure, d'orienter au final quelque chose qui pourra aussi séduire le consommateur final en fait. Canon. On le rappelle, Racing Lab, du coup, c'est basé en France, de la conception à la production, 100% produit dans les usines de Montargis. Oui. Ça, c'est aussi un beau challenge que vous avez relevé, je trouve. Ouais. C'est quelque chose qui est assez impressionnant, encore une fois, pour les gens qui visitent, parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre, etc. Et on s'interroge souvent en nous disant comment ça se fait que c'est encore produit en France, en fait. Ce qu'il y a vraiment, encore une fois, c'est des produits manufacturés, il n'y a rien d'automatisé. Et c'est vraiment à l'ancienne, c'est un produit artisanal quasiment. Ça donne envie de visiter vos usines. Franchement, est-ce qu'il y a des je vous contenus invite. vidéos qu'on peut retrouver sur votre site ou autre Je pense, ça fera peut-être plus en parler avec Alexandre parce qu'il est à la communication. Mais il y a des choses qui existent et c'est assez impressionnant. Il y a de la vapeur, il y a de la chaleur, il y a des. C'est une chouette visite. Et Racing Lab est distribué finalement partout dans le monde, depuis la France, quoi. Ouais. C'est le Racing Lab, c'est l'étiquette bleu, blanc, rouge en fait. Si on est Racing Lab, ça veut dire que le pneu a été produit en France, développé, fabriqué en France. Et puis avec un partage d'athlètes qui, eux, peuvent être mondiaux, en fait. C'est international. On a Lucas Dubo d'ailleurs qui, je crois, fait partie de votre pool d'athlètes, qui est également partenaire technique pour Rockrider. Ça a du sens, je pense, étant donné que Rockrider vous suit en première monte sur le Hutchinson Racing Lab. On l'a vu, il y a une vraie exigence de Pierre Delcourt, qui est chef de produit, de dire moi je veux que sur mes vélos, peut-être qu'on va les vendre un tout petit peu plus cher. Par contre, tu auras des pneus qu'on ne changera pas à l'achat. Et ça, je trouve ça formidable parce que le pneu, c'est le seul contact que tu as avec le sol. Si tu achètes un vélo, que tu changes ton pneu, il n'y a aucun intérêt. Moi, je trouve ça super qu'il y ait une valeur en plus sur le pneumatique chez Rockrider. Ouais, je pense qu'après ça, c'est quel que soit le vélo, en fait, ça peut être le meilleur vélo du monde. Ouais. Le dernier maillon avec le sol, c'est le pneu. Et, je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ça. On peut changer vraiment le comportement d'un vélo juste en changeant les pneumatiques. Ouais, clairement. Donc, pour nous, c'est intéressant parce qu'on n'a peut-être pas une image aussi forte que certains de nos compétiteurs, nos concurrents. Mais je veux dire que si quelqu'un a déjà essayé le pneu, il peut se faire une idée et franchement se dire, comme les retours qu'on a avec les pilotes, c'est un bon produit, ça me rassure, je ne crève pas, c'est finalement ce que je cherche sur un pneumatique. Est-ce que tu as d'autres infos à nous transmettre avant de passer aux questions-réponses? On a quelques questions pour toi pour finir ce live. Donc encore une fois, je pense qu'Alexandre a dit pas mal tout à l'heure. Pas mal aussi. Puis, je l'ai retenu un peu pour que tu aies encore des choses à dire. Ouais, tu vois, c'est ça, j'ai sur ta partie. Et puis, c'est vrai qu'il a essayé cahier des charges ultra précis et en plus il empiète sur ta partie. Pas de problème. Donc non. Après, voilà, ce que je voulais dire, c'est encore une fois, il y a ce côté avec Alexandre où on travaille sur une première demande et puis ensuite pas à pas avec les ambassadeurs, le côté Racing Lab avec les sportifs. On essaye d'aboutir sur un produit qui pourra séduire aussi les pratiquants lambda. Génial. On commence avec les questions-réponses. Pas de souci. Est-ce que tu es prêt? Jean-Daniel, merci de reposer des questions. Il était présent sur le live d'avant, il est présent maintenant. On est content que tu sois là, Jean-Daniel. Le meilleur pneu de la gamme pour pédaler dans le gras et avoir un bon grip, donc chez Hutchinson. Alors, ça dépend de la pratique. Je dirais que si c'est quelqu'un qui fait de l'enduro, du gravity, c'est le Toro, sans hésiter. C'est notre pneu gras. Ouais. Et ensuite, si on est plus sur du XEC, ce qu'utilisent nos équipes de compétiteurs, quand c'est vraiment le chantier, ils prennent le Taipan. D'accord. Donc Toro, Taipan. Taipan chantier, Toro. Toro, Gravity, Enduro, XEC, Taipan, quand c'est vraiment le chantier. Sinon, le Kraken fait l'affaire dans pas mal de cas. Kraken a un profil assez polyvalent. Il faut vraiment que ce soit gras pour qu'on passe sur le Taipan. Il y a un décalage entre les compétiteurs qui vont vraiment aller jusqu'à la limite du pneu. Donc moi, mon conseil serait plutôt pour l'utilisateur lambda qui a un bagage technique moyen de prendre un Taipan. Très bien. On va pouvoir passer à la question suivante qui va dérouler juste là. Tac, tac. Pour le sec? Oh ouais, en fait c'est la même question, mais pour le sec. D'accord. Et pour le sec, je parle du skeleton qu'en fait. En 2.30, c'est un aspect un peu compétition. Si on se sent un peu juste encore techniquement, on peut rester sur le Kraken. Et lui, il est vraiment le maillon entre le skeleton, le pneu hyper efficace, mais il faut être propre en pilotage. Il faut avoir un bagage technique quand même assez élevé. On a moins le droit à l'erreur entre guillemets. Par contre, ça libère le pédalage. Voilà, il est très très bon rendement, il est très light. Donc en fait, en termes d'inertie, il n'y a que dalle. En fait, c'est vraiment un très bon pneu. Maintenant, si on est un peu limite en technique, il faut rester sur le Kraken. D'accord, entendu. C'est très clair en tout cas. Comment régler au mieux la pression de ces pneus? Alors ça, on a une petite appli, nous, qui nous permet de renseigner les gens sur cette question qui revient souvent.
Tout à l'heure, on parlait je disais que le dernier maillon, c'était le pneu. Il faut aussi qu'il soit à la pression idéale. Encore une fois, si on ne roule pas à la bonne pression, le pneu ne sert à rien. On l'a développé justement pour qu'il soit efficace à une certaine pression par rapport à un poids utilisateur. D'accord. Faut être très attentif là-dessus. Je pense que il faut prendre un peu de temps dans ces sorties, même si c'est les sorties du dimanche en fait, pour se dire là je pars gonfler à telle pression et j'essaye de ressentir ce que ça donne. Pas hésiter à descendre un petit peu de 0,1 bar en 0,1 bar pour arriver à la pression idéale. Et franchement, une bonne pression, on optimise tout ce qui peut nous permettre soit d'avoir du rendement, du grip, de l'assurance et du confort. Ok, donc ça on le retrouve sur l'application. Oui. Et est-ce qu'il y a une spécificité tubeless oui, aux chambres tout à fait. Quand on est en tubeless, on a la possibilité de descendre un peu la pression, ce qui permet également de gagner en grip et puis en confort. Très bien. Question suivante de Christophe. Pourquoi y a-t-il une différence de poids entre un Kraken et Schwalbe Racing Ralph, par exemple, sur les mêmes caractéristiques qui seraient la section, le renfort des flancs et le TR? D'accord. Alors, les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que quand on parle d'un concurrent renforcé flanc, le Kraken il est renforcé tringle à tringle. Ça veut dire que pour un pneu, on peut imaginer que le renfort part d'un côté, traverse toute la carcasse et va jusqu'à l'autre tringle. C'est-à-dire que même la surface qui est sous la bande de roulement est protégée par la grille Hardskin. Alors que chez un concurrent, ce sont juste les flancs. Donc c'est juste une addition de composants qui ont eux-mêmes une masse et qui au final va peser sur l'addition. Donc il y aura une différence de poids, par contre il y aura aussi une différence par rapport à la protection. Exactement. De toute façon, il y a très peu de magie. Les densités du caoutchouc, des renforts ou des tringles sont sensiblement les mêmes chez tout le monde. Si un pneu est plus lourd, c'est qu'il va être globalement plus renforcé. Donc c'est encore une fois un curseur de qu'est-ce qu'on veut faire de ce pneu. On veut qu'il ait un bon rendement. Donc il sera certainement un peu plus léger, il faut avoir en tête qu'il sera un peu moins protégé. Bien sûr, voilà, tout à fait. En fait, tu ne peux pas avoir le pneu idéal, c'est toujours dans le contexte d'une utilisation, d'un niveau de pilotage, des conditions de je roulage. compare, il y a des graphes radars qu'on voit en fait où il est marqué rendement, confort, solidité. Et c'est pas un élastique, c'est une ficelle. Ça veut dire que si on tire sur un des points, ça va influencer l'autre. C'est pas mal l'image de l'élastique et de la ficelle. Ouais, parce que c'est compliqué d'avoir un élastique. Ça serait bien, mais c'est comme les pneus increvables. Ils peuvent exister, mais alors en termes de rendement, et voilà. Donc, évidemment. On a une dernière question pour conclure cette session de questions-réponses. Jean-Benoît, le pneu le plus polyvalent pour rouler par tout le temps, et moi je dirais le Kraken, non? Moi je pense au Kraken. Encore une fois, si c'est des gens qui sont pas assez rassurés, on peut passer sur un Taipan. Honnêtement, je pense que le Kraken il fait bien le job pour tous les temps et toute la saison. Ok, donc Kraken pour tout faire, aller partout en toute saison. C'était la dernière question. Merci pour toutes tes réponses, Joël. Merci à vous. J'en profite pour vous rappeler que demain, nous serons en live à 14h avec la fondation Mountain Biker Fondation qui nous fera le plaisir d'être là. Préparez également toutes vos questions, on pourra y répondre. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui, ce midi. On a eu SRAM juste avant, Hutchinson aujourd'hui. On a été heureux de vous accueillir. En tout cas, merci de nous avoir fait le plaisir de votre présence. On se retrouve demain. Passez une bonne journée. À bientôt.